Je vais me faire le relais de questions qui sont arrivées sur la chaîne YouTube des musées de Marseille, puisque nous diffusons ce colloque en direct et que on est heureux de voir que voilà, à distance le public est au rendez-vous. Donc peut-être voilà, on me signale une question pour Monsieur Barbieri. Monsieur Guyon vous demande s'il serait possible d'indiquer quels sont les principaux mots communs à l'italien et au français dans le vocabulaire de la peste. Donc, ce que vous avez évoqué rapidement en fin d'exposé, est-ce que vous pouvez revenir sur cette question? Alors, du coup, les mots qu'on a en commun entre l'italien et le français, donc, ce sont mendiant, docteur, lazaret, quarantaine, visite, l'air, les parfums, les habits, les bubons, les charbons, contagieux, cordial, antidote, voilà. C'est des exemples, mais ce sont ces mots-là qui semblent être extrêmement spécifiques à la peste, en tout cas au XVIIe et au XVIIIe siècle. J'avais une question pour Monsieur Barbieri. Alors tout d'abord, Oui. merci beaucoup pour cette passionnante communication qui m'a beaucoup intéressée en tant que philologue. Alors ma question est une question double, mais les deux parties de la question sont corrélées l'une à l'autre, donc je vais tout vous poser en même temps. Lorsque vous avez parlé des catégories de mots dans votre méthode, et vous avez donc évoqué une catégorie que vous aviez appelée traitement. Oui. Et voilà, ma question était, est-ce que vous avez pu voir quelle était la part de la superstition dans ces traitements à côté des remèdes rationnels? Alors, je sais que vos textes sont essentiellement des textes de médecins, mais je me disais qu'ils pouvaient les citer, même s'ils n'y adhéraient pas, et ne serait-ce que pour les critiquer. Et donc, je passe à ma deuxième question qui est plutôt d'ordre méthodologique. Du coup, comment votre méthode, et qui est liée, comment votre méthode fait-elle la différence entre les mots qui appartiennent à la propre thèse du locuteur, de l'auteur, et ceux qu'il repousse, qu'il présente comme faux et comme devant être écartés? Oui, alors merci pour votre question. Oui, évidemment, les textes sont écrits par des médecins. Donc, d'abord, ce qu'ils vont faire, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils vont parler d'eux et ils vont parler de leurs remèdes à eux et ce qu'ils ont vu, leur expérience. Alors, évidemment, ils vont parler de la superstition, des remèdes que les gens prennent pour les opposer, pour opposer justement le geste médical qu'ils vont pratiquer avec ce qu'ils vont appeler les remèdes de bonne femme que les gens vont pouvoir prendre. Et donc, oui, ils en parlent. Et donc, notre méthode, on ne peut pas faire la distinction pour répondre à la deuxième question avec nos méthodes entre les choses, les thèses de l'auteur ou les choses qu'il présente comme faux. Il faut revenir au texte. C'est la limite de la méthode. La limite de la méthode nous donne un mot, après nous donne des mots autour. Donc, on a une idée à peu près du sens, mais oui, c'est la limite et c'est ce qu'on voulait faire. De toute façon, en fait, on voulait avoir des mots, avoir une idée de ce qui se passait et au dernier moment, n'aller au texte qu'au dernier moment. Et donc, on le fait. Et donc, on va voir, comme je vous l'ai présenté, on va lire toutes les phrases dans lesquelles les mots sont présents. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai lu tous les textes que j'ai analysés pour être sûr, parce que quand on développe une méthode, il faut d'abord lire pour voir si ça marche. Si c'est bien, si on ne comprend pas de travers, si on ne comprend pas l'inverse. Donc voilà, évidemment, il faut revenir au texte un moment pour comprendre. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, en fait, c'est à peu près, c'est la même chose quand vous dites que ces médecins parlent beaucoup d'eux, effectivement. Donc, du coup, pour appréhender la réalité de la peste à travers la subjectivité du vocabulaire, c'est la même chose, vous retournez au texte et au Oui, contexte. Voilà. c'est ça. Ça, c'est la limite. On est obligé à un moment d'y aller. Nous, on voulait y aller le plus tard possible et que ce soit l'ordinateur qui nous donne des pistes en nous disant allez chercher de ce côté-là. Mais oui, évidemment, il faut y revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bien. Merci beaucoup. Je vois que Divna Soleil nous a rejoint. Est-ce que vous avez une question peut-être en tête à poser à vos collègues? Alors, oui, j'avais une autre question pour Monsieur Barbieri. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement.
Oui. Alors, une question peut-être naïve parce qu'elle ne concerne pas les textes, elle concerne plutôt, les deux communications, celle de M. Drancourt et la vôtre. Je me demandais s'il était possible d'identifier par tous les moyens évoqués la présence des ectoparasites humains dans le cas des squelettes pour lesquels il a été prouvé qu'ils étaient décédés que la mort a été provoquée par le bacille de Yersin. Tout à fait. Donc on peut, d'ailleurs, il y a des articles sur ça. On avait publié un article sur le charnier de Vilnius, donc les soldats de Napoléon pendant la retraite de Russie. Et donc les archéo-anthropologues avaient fouillé ce charnier-là. Ils avaient pris la terre et juste par un système de flottaison, on peut récupérer à la surface, dans la terre, à partir de la terre qui est en contact avec les squelettes, les ectoparasites. Donc on avait identifié des fragments de pouls de corps humain, mais il y a beaucoup d'autres archéologues qui ont identifié des fragments de puces, Pulex irritans. Alors pour les charniers de peste, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait. Nous, on travaille sur ça en ce moment. Donc c'est très important justement pour les archéo-anthropologues de garder la terre des charniers de peste, parce que évidemment dans cette terre on peut retrouver des ectoparasites parce que c'est plein de kératine, donc ça se conserve très bien. Et il y a plein d'autres exemples archéologiques où on a retrouvé des ectoparasites, donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire pour les charniers de peste. Et voilà. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Est-ce que Madame Castex, ou est-ce que vous avez aussi peut-être en tête des interrogations croisées par rapport à vos travaux respectifs? Ce que je peux dire, finalement, c'est ce que je n'ai pas eu le temps d'aborder, et puis ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais c'est vrai que, alors, j'ai présenté les catacombes, c'est un milieu, vous l'avez compris, assez particulier, très humide. Pour l'instant, et malgré toutes les tentatives faites, aucune identification d'ADN, mais que d'une manière générale, on a encore beaucoup de difficultés à identifier des agents pathogènes autres que Yersinia pestis. Enfin, maintenant, on va dire que c'est une routine. On l'a vu par rapport avec toutes les présentations qui ont été faites, mais que tout ce qui n'est pas Yersinia pestis, finalement, est beaucoup plus difficile, et particulièrement tous les virus ARN. Donc là, il y a évidemment, on est tributaire et on attend beaucoup des collaborations qui pourraient être faites avec des laboratoires de paléobiologie pour mettre en place des protocoles permettant d'extraire des virus, de l'ARN, et que peut-être à ce moment-là, on aurait effectivement des résultats pour les épidémies antiques. Parce que, je le répète, c'était très très mal conservé. Je ne sais pas si on y arrivera, à moins de passer peut-être par des méthodologies différentes, mais ça va très très vite aussi. Mais pour le premier site que je vous ai présenté, l'île Casteja à Bordeaux, ce site est vraiment exceptionnel pour la période antique, mais il y a eu un dépistage d'un très large éventail d'agents infectieux et ça n'a absolument rien donné. Donc, on a globalement, ce que je peux dire, c'est qu'on a un souci avec ces épidémies d'une manière générale. Ok. Bien, merci. Je signale juste l'arrivée, que Stéphane Tsortsis vient de nous rejoindre. Donc merci beaucoup d'être présent pour cette séance d'échange et de questions. Donc on a aussi des questions qui arrivent sur YouTube, mais c'est tout à fait intéressant pour nous aussi de vous entendre échanger entre vous, puisque vous avez déjà une connaissance préalable de vos travaux et que c'est l'occasion pour nous aussi d'entendre comment les échanges scientifiques, l'interdisciplinarité à l'œuvre permet de faire avancer aussi les connaissances. Je pense que c'est aussi au fondement même de l'intérêt de ce colloque. Peut-être Monsieur Barbieri, j'ai relevé le fait que vous travaillez sur des textes liés à l'urbanisme.
hein, donc c'est-à-dire que l'analyse de votre champ lexical et du glossaire, donc c'est un peu un des thèmes qui apparaît là au cours du colloque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je fais le lien avec un colloque international qui s'est tenu au mois de mai sur la question justement de l'urbanisme des villes et en particulier des villes-ports, dont la topographie et l'organisation spatiale dédiée justement à la gestion de ces crises épidémiques et à la prévention et en fait marque les territoires qui ont subi ces épidémies. Est-ce que c'est un des critères qui vous a amené à tenir compte de ce corpus de textes sur l'urbanisme? Alors, ce corpus sur l'urbanisme, nous, on l'a utilisé comme contrôle négatif. Donc, on l'a utilisé avant tout parce que ça ne parlait pas de peste. Ils n'évoquaient pas la peste et j'avoue que je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, de l'urbanisme, et je ne m'aventurerai pas à vous répondre là-dessus parce que je ne suis pas du tout un spécialiste. Donc, mais c'est vrai que c'est des questions extrêmement intéressantes aussi. Parce que c'est des analyses qui sont extrêmement riches. Je ne vais pas montrer, mais on a des millions et des millions de mots, chacun avec une valeur statistique qui nous dit des choses. Alors nous, c'est concentré sur ce qu'on connaît, les sources et les vecteurs, mais il y aurait énormément de choses, et je pense qu'il y aurait aussi des choses à voir sur l'urbanisme. Madame Castex, sur la question d'urbanisme, vous aviez envie de réagir ou... Sur l'urbanisme, non, malheureusement, là, je n'ai aucune compétence là-dessus. Par contre, il me semblait que M. Barbieri s'apprêtait à répondre, mais il n'a pas eu le temps, sur la question de la difficulté d'identification d'agents pathogènes. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Oui, merci. Alors effectivement, vous avez totalement raison. Donc oui, la peste est devenue la peste, la paléomicrobiologie et la peste sont nées ensemble. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on connaît, qu'on sait détecter très très bien. Il y a plein d'études sur ça. Le reste, c'est plus compliqué et malheureusement, je pense que pour l'ARN, c'est impossible parce que l'ARN se dégrade beaucoup plus vite que l'ADN et beaucoup plus fragile et instable. Par contre, il y a une méthode qui est prometteuse, qui est la paléoprotéomique. Ce qu'on a montré, on n'est pas les seuls à le faire. Et la paléoprotéomique permet d'aller chercher les virus à ARN. À première vue, il faut faire d'autres études encore pour le confirmer, mais ça serait biologiquement, en tout cas, la seule solution. Donc voilà, je pense que effectivement, si on cherche ça par les méthodes classiques d'extraction d'ADN, on n'y arrivera pas. Il faut passer par les protéines ou peut-être par la sérologie, peut-être les antigènes, mais c'est vraiment pas sûr. Mais il y a effectivement un nouveau champ à développer parce qu'on sait très bien faire l'ADN. Il y a des logiciels qui screenent, le Max Planck Institute utilise ça quand on ne sait pas quel est le pathogène, on fait de la métagénomique, et on va screener ça, il va nous donner les meilleurs candidats en termes de pathogènes, mais c'est vrai que pour l'ARN, je pense qu'il faut chercher autre chose, il faut chercher du côté des protéines. Mais c'est pas sûr, il faut essayer. Pour ce qui vient d'être dit là concernant l'identification des agents pathogènes, donc moi je me situe en quelque sorte en amont, hein, donc c'est-à-dire au niveau de la constitution de la base documentaire qui va permettre ces études après. Ce que je veux simplement dire par rapport à ça, mais c'est sans doute une banalité, mais c'est bien de le répéter, c'est que ces nouvelles techniques, donc elles nous font progresser évidemment beaucoup, mais vraiment l'étape initiale qui est celui de constituer la documentation et surtout de la mettre en contexte, hein, la mettre en contexte à la fois chronologiquement, topographiquement aussi. On a parlé des questions d'urbanisme, mais bon, c'est dans le cadre des gestions d'épidémies, notamment dans les grandes agglomérations comme Marseille, et des logiques qui sont développées pour en particulier pour acheminer les cadavres, pour installer les lieux de prise en charge, etc. C'est quelque chose de fondamental. Donc, c'est tous ces éléments-là de mise en contexte qui vont permettre de préciser, d'établir en quelque sorte des métadonnées, si je peux dire, de la documentation ostéo-archéologique qui va après être soumise à analyse paléomicrobiologique notamment. C'est vraiment la base et c'est quelque chose d'essentiel parce que ça va évidemment contribuer à éliminer des hypothèses, ça va
contribuer à remettre les résultats qui sont obtenus vraiment dans une perspective chronologique précise, enfin le plus précise possible, hein, puisque évidemment c'est l'archéologie, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours les éléments après qui vont permettre de bien dater les sites, mais c'est ce qui va permettre de pas éventuellement pas s'égarer sur certaines pistes qui pourraient être erronées, qui ne corespondraient pas en tout cas à un contexte historique bien établi par ailleurs lorsqu'il est bien établi. Merci. On a une question sur YouTube, mais qui peut-être, concerne, à mon sens, davantage Caroline Costaud-Dehat, qui n'a pas pu être connectée ce matin, mais peut-être vous serait-il possible d'apporter quelques éléments. Est-ce que on peut rappeler peut-être le profil des pestiférés que Caroline exposait hier? Est-ce qu'on constate une prédisposition en quelque sorte à être affecté de la peste selon l'origine sociale des individus, selon le sexe, etc. Alors, ce qui a été mis en évidence de façon traditionnelle, mais ce qu'on cherche évidemment à améliorer, à affiner, c'est le fait que donc d'un point de vue strictement biologique, la peste semble ne pas avoir de préférence en termes de classe d'âge. Mais ce qu'on a retrouvé aussi ce qu'on a pu voir dans les ensembles funéraires d'époque moderne qu'on a étudiés et aussi à partir des archives, c'est qu'il y avait peut-être une légère surreprésentation du sexe féminin. Alors là, je suis désolé de ne pas parler sous le contrôle de Caroline, bien entendu, mais comme elle l'a montré aussi, donc il y a la question qui est évidemment liée à la biologie et aux effets pathogènes du bacille, mais il y a aussi derrière la question sociale et la question des circonstances qui font que si le danger si par nature le danger est à peu près équivalent pour tout le monde, ce qu'il faudra après démontrer aussi en termes chronologiques, hein, puisque là aussi on est dans un cadre d'un micro-organisme qui évolue dans le temps, le risque, en tout cas donc le risque, c'est-à-dire la probabilité d'être mis au contact de ce danger, elle peut être variable en fonction des individus, de leurs conditions sociales, de leur métier, de l'endroit où ils vivent, du fait qu'ils vivent en promiscuité ou pas, qu'ils puissent s'isoler ou pas. Donc tous ces éléments-là qui relèvent du social, des relations, des pratiques sociales, est évidemment à prendre en compte pour ce qui est d'évaluer l'exposition et le risque de décéder de la peste. Voilà. Merci beaucoup.